À Muir Woods, à 25 km au nord de San Francisco, en Californie du Nord, se trouvent les arbres les plus hauts du monde. Communément appelé séquoia géant, cet arbre appartient à la famille des Taxodiacées. Atteignant jusqu'à 100 mètres de haut, certains séquoias ont un tronc de 10 mètres de diamètre, comme celui qu'on appelle l'arbre du général Sherman. On pense qu'il a entre 3 et 4 000 ans. Ces arbres magnifiques sont significatifs de l'importante relation qui existe entre l'énergie solaire, la flore et la faune, car la faune ne pourrait exister sans la flore, qui ne pourrait exister sans l'énergie solaire. Les séquoias qui bordent cette rive peuvent être assimilés à des réservoirs d'énergie, puisqu'ils représentent des centaines d'années d'accumulation d'énergie solaire, voire plus de 2000 ans dans certains cas. Ces arbres atteignent des hauteurs tellement grandes que même des bûcherons aguerris ne peuvent aller au-delà de 35 mètres, c'est-à-dire bien moins de la moitié, lorsqu'ils tentent d'y grimper. Le plus grand arbre du monde se trouve aussi dans la forêt de séquoia de Muir Woods, au nord de San Francisco. Découvert en 1963, il dresse sa haute silhouette jusqu'à 112 mètres dans le ciel. Cela correspond à un immeuble de 30 étages. Cette forêt empreinte de sérénité témoigne de la vitalité de la végétation, car ces arbres géants sont le reflet de centaines d'années d'incommensurables efforts pour absorber le maximum d'énergie solaire en résistant à d'innombrables sécheresses, inondations et incendies. Suspendue telle une scintillante émeraude dans l'obscurité intersidérale, notre Terre est la seule de toutes les planètes, lunes et autres objets jamais observés par l'homme dans son univers, à présenter cette couleur verte. Le vert est synonyme de vie puisqu'il est issu de la végétation, c'est-à-dire la source d'énergie dont toute vie animale dépend. Et pourtant, la végétation est fort récente à la surface de notre planète, puisque le fossile de la plus ancienne plante connue remonte à près de 400 millions d'années, soit près de 9% du total de 4,5 milliards d'années qui s'est écoulé depuis la création de la Terre. Pour quelle raison la flore s'est-elle formée si lentement? Par quel processus la Terre a-t-elle fini par produire sa couverture végétale? Voilà, parmi d'autres, les questions auxquelles nous allons répondre en étudiant la flore du globe. Voici le Grand Canyon. D'une largeur de 200 mètres à 29 km et d'une profondeur allant de plusieurs centaines à un millier de mètres, il se prolonge sur 350 km de paysages somptueux. D'une saisissante beauté, les parois du canyon sont incrustées horizontalement de strates parallèles contenant des minéraux et de la pierre qui se sont déposés au cours des différentes périodes qui ont marqué la formation du canyon. Unique au monde, le Grand Canyon est un livre ouvert dont chaque strate constitue un chapitre de l'histoire de la géologie du globe. Ces bandes de sédiments se sont déposées presque horizontalement au fil des âges.
la base de ces couches superposées, on trouve le premier chapitre de cette longue histoire qui remonte à quelques 2 milliards d'années. Cette couche de granit et de schiste constitue les racines d'une haute chaîne montagneuse dont les sommets s'élançaient jadis dans l'atmosphère terrestre pour être finalement érodés par le temps. La couche la plus haute, qui écrit le dernier chapitre de ce livre d'histoire vivant, date du Mésozoïque et remonte à 200 millions d'années. Comme le plus ancien fossile connu d'une plante de terre ferme a environ 400 millions d'années, un nombre impressionnant des strates du Grand Canyon sont antérieures à l'avènement de la flore. Si l'on regarde cette paroi du canyon, on distingue à mi-chemin une strate rougeâtre très frappante. Baptisée Red Bed, lit rouge, cette couche s'est déposée il y a 1,1 milliard d'années environ, avant l'apparition des plantes terrestres. On pense généralement que le Red Bed représente une période au cours de laquelle le sol était brun rougeâtre et ressemblait plus ou moins à celui que l'on voit ici dans la paroi du canyon. La coloration rouge, caractéristique de la surface du sol, résulte de l'oxydation due à l'oxygène dégagé par les organismes vivants primitifs qui peuplaient les mers à cette époque. À quoi ressemblait l'univers des créatures qui vivaient dans les mers anciennes ? Le fossile du plus vieil organisme vivant trouvé sur Terre remonte à quelques 3,5 milliards d'années. Cette créature était un ancêtre de la planète qui tirait parti du rayonnement solaire et dégageait de l'oxygène. En l'absence de tout rivaux, cette créature primitive a très largement proliféré, émettant ainsi d'énormes quantités d'oxygène au fil des 2 milliards d'années qui ont suivi. À cette époque, la mer était un univers monotone, peuplé par un nombre très restreint d'espèces. Il y a 600 millions d'années environ, cet univers monotone a soudain éclaté pour se transformer en paysage animé au fur et à mesure de l'apparition d'espèces d'animaux les plus diverses et où régnait la loi du plus fort. Parallèlement, l'évolution de la flore s'est faite à un rythme très rapide, avec l'apparition des premières forêts d'algues sous-marines qui ressemblaient déjà fortement à ce qu'elles seraient une fois qu'elles prendraient pied sur la terre ferme. Parmi ces différentes espèces de plantes se trouvaient déjà celles qui devaient être les premières à atterrir sur la terre ferme, c'est-à-dire les algues vertes. Cet énorme pas de la mer à la terre a été franchi voici près de 400 millions d'années, soit plus de 3 milliards d'années après la première apparition d'une forme de vie sur Terre. Ici, l'on peut voir à quoi la Terre ressemblait avant d'être envahie par les plantes. Le sol a commencé à être touché par les activités des animaux marins. À mesure que la quantité d'oxygène dégagée par les créatures marines augmentait dans l'atmosphère, les roches qui se trouvaient à la surface de la Terre se sont oxydées, donnant à cette dernière sa coloration rougeâtre. Balayée par les vents et les tempêtes de sable, notre planète devait être extrêmement aride et sauvage. Dans les zones arides à l'intérieur des terres, les pluies étaient très rares. Mais quand par hasard il pleuvait, cela entraînait une érosion de la surface et de nouvelles couches étaient alors exposées aux violents rayonnements solaires et à davantage de tempêtes de sable. Contrairement à la mer qui grouillait de vie, la Terre est restée un espace désolé et stérile pendant des millions d'années, jusqu'à environ 400 millions d'années en arrière. Qu'est-ce qui a empêché les plantes de franchir ce tout petit pas entre la mer et la terre? Ironie du sort,
c'est ce même soleil qui avait créé la vie dans les océans, qui était la source des rayons ultraviolets empêchant la propagation de la vie sur Terre. Outre le rayonnement blanc qui nous permet de voir, le soleil émet également des rayons invisibles à notre regard, dont les ultraviolets. Ces rayons détruisent l'ADN, une substance vitale dans la transmission des informations biologiques d'une génération d'organismes à l'autre, et sans laquelle il n'y a pas de reproduction possible. Contrairement à l'atmosphère actuelle qui nous protège du rayonnement ultraviolet, celle de ces temps reculés n'offrait aucune protection. Par conséquent, tout organisme qui s'aventurait imprudemment sur la terre ferme était exposé à ce rayonnement mortel et ne pouvait survivre. En revanche, diverses espèces d'algues ont abondamment proliféré dans la mer où l'eau absorbait les rayons ultraviolets. Et au fur et à mesure que ces plantes se sont développées, elles ont préparé l'atmosphère en vue de l'invasion de la Terre par les plantes qui allait finalement avoir lieu. En proliférant, les plantes ont produit de l'oxygène qu'elles ont dégagé dans l'océan. Mais au bout d'un certain temps, l'eau de mer a atteint un niveau de saturation tel qu'elle ne pouvait plus absorber d'oxygène. C'est alors que celui-ci a commencé à s'échapper vers l'atmosphère. Là, les rayons ultraviolets mortels ont réagi avec une partie de cet oxygène pour créer l'ozone, un élément extrêmement important car l'ozone a constitué dans le ciel des couches possédant la faculté de filtrer les rayons ultraviolets avant qu'ils ne frappent la surface de la Terre. Au fil du temps, la formation des couches d'ozone dans l'atmosphère a rendu le milieu terrestre de plus en plus vivable. Et c'est ainsi qu'il y a 400 millions d'années environ, la vie a commencé sa progression sur la terre ferme. Quels ont été les premiers organismes à franchir ce courageux premier pas? Dans la mesure où il n'en reste aucun aujourd'hui, nous devons nous contenter d'une reproduction réalisée à partir de vestiges fossilisés. Voici l'une des plantes terrestres les plus anciennes que l'on connaisse, la rhynia. Il s'agit de l'ancêtre du ptéridophyte, une plante qui se reproduit par les spores. Voici le xylophyton, dont le nom signifie arbre nu. On pense que cette plante, ainsi que d'autres espèces se reproduisant par les spores, ne pouvaient pas vivre loin du bord de l'eau, puisqu'elles avaient besoin d'eau pour se reproduire. Les fossiles des plantes d'il y a 400 millions d'années qui ont établi un pont entre les plantes aquatiques et les véritables plantes terrestres sont ceux de plantes dont la partie inférieure était immergée dans l'eau. Voici une simulation de la Terre telle qu'elle se présentait il y a 400 millions d'années. Bien qu'il n'y ait pas la moindre flore à sa surface, les couches supérieures de son atmosphère possèdent déjà la couche d'ozone nécessaire à la protection de la vie. Dans les eaux plus profondes qui bordent le rivage, certaines plantes sont en train de s'adapter lentement à un nouvel environnement. Après 3 milliards d'années au cours desquelles la seule flore était des algues, l'évolution a progressé au point que des plantes peuvent accomplir de timides premiers pas devant faire d'elles de véritables plantes terrestres. Dès lors que sont apparues des plantes capables de vivre à demi immergées, l'évolution du règne végétal a progressé de façon extraordinaire. Avec le développement de nouvelles espèces, les plantes ont peu à peu gagné la terre ferme et les rivages ont très vite été recouverts de verdure. Le passage d'un milieu aquatique à un milieu non aquatique a été une opération extrêmement complexe, exigeant de nombreuses adaptations dans la structure des plantes. Bien qu'elle se présente comme une plante terrestre, cette algue est une characée, une espèce d'algue verte qui vit dans l'eau.
Si cette algue paraît avoir une tige comme celle des plantes terrestres, sa structure cellulaire est trop faible pour la soutenir sur le sol. En fait, il s'agit d'un simple assemblage de cellules tubulaires. La paroi très mince de la cellule permet à l'eau de la traverser facilement dans les deux sens. Si cette caractéristique est indispensable à son existence en milieu aquatique, elle devient mortelle sur Terre, puisque la plante perdrait alors très vite toute son eau et mourrait. Par conséquent, pour s'adapter au milieu terrestre, les plantes devaient être capables de se procurer l'eau nécessaire et de l'empêcher de s'échapper. Le Psilopsida, une espèce de fougère dont on pense qu'elle est extrêmement semblable à ces premières plantes qui se sont adaptées sur la terre ferme, nous donne un exemple de la solution trouvée par l'évolution. L'examen de la coupe d'une tige révèle un groupe de cellules au milieu. Ce faisceau vasculaire forme un réseau qui propulse l'eau à travers la plante et sert à soutenir le corps de celle-ci. La partie extérieure blanchâtre de la tige compose les cellules épidermiques qui servent de couverture, empêchant l'évaporation de l'eau. Ce n'est qu'après avoir développé une structure capable de soutenir leur corps et de retenir l'eau que les plantes ont été en mesure de s'adapter au milieu terrestre. Voici une scène du Dévonien, peu après l'adaptation des plantes à la terre ferme. La partie du rivage, au bord de l'eau, est déjà couverte d'une épaisse couche de verdure. Mais nul gazouillement d'oiseaux, nul bourdonnement d'insectes ne s'y faisait entendre. C'était un univers de silence total, hormis le bruit du vent, le bruissement des feuillages et le grondement des orages d'été. Ici, nous voyons les marais d'Okefenokee, au sud des États-Unis. C'est à cette zone humide et marécageuse que devait ressembler l'environnement à l'époque où les plantes ont commencé à établir leur règne sur la terre ferme. Ce vaste marais d'une superficie de 1600 km² est parsemé d'innombrables îles flottantes. L'évolution rapide des plantes et des différentes espèces qui ont proliféré a dû se produire dans un environnement tel que celui-ci. L'évolution progressive des plantes a abouti à des systèmes de racines, tiges et feuillages ressemblant à ceux d'arbres durs. L'acquisition de la rigidité des tiges et des troncs a permis aux plantes de s'élever plus haut au-dessus de l'eau, permettant ainsi une croissance en hauteur et le développement de ce qui devait devenir l'ancêtre des arbres actuels. Il y a 50 millions d'années après leur première apparition sur la terre ferme, les plantes avaient évolué au point que des bois et des forêts étaient apparus. On pense généralement que les premières forêts se trouvaient dans de vastes zones marécageuses, telles que ce bois de cyprès. Cette évolution s'est déroulée pendant le Carboniférien, une période au cours de laquelle une grande partie du charbon qui existe actuellement sur la Terre s'est formée. Du fait de son immobilité dans les marécages, l'eau contient très peu d'oxygène et de ce fait, les plantes mortes ne se décomposent pas intégralement et restent sur le fond du marais où elles se transforment en tourbes. Les carottes de forage ont montré que la tourbe d'Okefenokee atteignait une épaisseur d'environ 5 mètres. Puisqu'il faut 20 ans pour que s'accumule un centimètre de tourbe,
La carotte retirée de ce tuyau représente 2000 ans d'accumulation. Pour que la tourbe se transforme en charbon, certaines conditions doivent être réunies. En premier lieu, il doit se produire des mouvements tectoniques qui déplacent les épaisses couches de tourbe présentes au-dessous de la surface de la Terre, de telle sorte qu'elles soient soumises à une forte pression et à une forte chaleur. Les premiers stades de ce processus sont parfaitement visibles à Okefenokee. Les sédiments de charbon que l'on trouve en différentes régions du globe témoignent de la formidable évolution subie par les plantes voici 350 millions d'années. Quel type d'arbre aurait-on pu voir dans les forêts primitives de cette époque? Voici le fossile d'une plante du Carboniférien trouvée dans le gisement de charbon de l'État d'Illinois, en Amérique du Nord. Cet arbre doit son nom de l'épidodendron à son écorce écaillée. Sa hauteur de 30 mètres et son diamètre de 2 mètres lui donnent l'aspect d'un arbre, mais il s'agit simplement d'une espèce de fougère qui a atteint une très grande taille. Les karamides adultes atteignaient 5 à 10 mètres de haut, une sorte de prêle atteinte de gigantisme. Voici un Chigiraria, une espèce de fougère qui avait besoin d'un milieu humide pour pouvoir se reproduire par les spores. Mais par rapport aux faibles plantes qui s'étaient aventurées sur la terre ferme, celles-ci ont évolué pour former des arbres corpulents et robustes. Situé au bord de l'eau, ce ruban d'arbres est en fait une forêt de fougères du Carbonifère qui date de 350 millions d'années. Premier de son espèce sur Terre, ce ruban est composé d'un grand nombre de fougères qui s'élancent à une hauteur d'une trentaine de mètres. Le climat tempéré qui régnait à ce moment-là a également favorisé le développement gigantesque d'autres créatures. C'est ainsi que des blattes monstrueuses atteignent plus de 15 cm et d'énormes libellules ne sont pas du tout rares. Avec le temps, une nouvelle espèce de plante a fait son apparition, les gymnospermes. Ces plantes, qui se reproduisaient par les graines et non pas par les spores, ont joué un rôle tout à fait déterminant dans le chapitre suivant de l'histoire de la Terre. Nous voici maintenant dans la forêt pétrifiée, un parc national situé dans les Badlands d'Arizona, aux États-Unis. Les caractéristiques géographiques exceptionnelles de ce terrain ont été créées par l'érosion pluviale dans les couches blanches et noires de la terre. Chose curieuse, cette étendue aride de terre apparemment stérile abritait autrefois des fougères fossiles, c'est-à-dire un type de végétation qui avait besoin d'eau en abondance. Ce gros arbre au sommet d'une colline n'est pas un arbre mort, mais un arbre pétrifié, ou plutôt, pour parler un langage plus scientifique, du bois silicifié.
Ils ont tous l'air tellement vrais qu'on a peine à croire qu'il s'agit de pierres. Des spectacles tels que celui-ci se renouvellent un peu partout dans une zone longue de 40 km et large de 15 km. Même les anneaux sont parfaitement visibles. On pense que ces arbres se sont fossilisés il y a environ 220 millions d'années, au début de la période où les dinosauriens régnaient sur la Terre. En ce temps-là, les conditions climatiques étaient complètement différentes à cet endroit qui était traversé par un grand fleuve. À chaque inondation, le fleuve charriait des arbres arrachés aux forêts des montagnes environnantes, jusqu'à cet endroit situé plus bas et où ils se sont empilés. À peu près à la même époque, un volcan en activité situé dans les environs a recouvert toute cette zone avec d'énormes quantités de cendres volcaniques au cours de ses éruptions périodiques. Ces cendres contenaient de la silice et de nombreux autres minéraux. Peu à peu, la silice contenue dans les cendres a pénétré dans la structure cellulaire des arbres pour remplacer la matière organique d'origine, formant ainsi les arbres pétrifiés que nous voyons aujourd'hui. Cet arbre énorme mesure 40 mètres de long et son tronc a 1 mètre de diamètre. Quel est le type de végétation qui a pu donner naissance à ces énormes systèmes radiculaires qui datent de plus de 200 millions d'années ? Le professeur H parle. Je pense que la plupart des arbres pétrifiés, disséminés un peu partout à cet endroit, poussaient autrefois dans une région montagneuse qui devait probablement se trouver à quelques 200 km d'ici. Ces arbres, dont la hauteur atteignait une cinquantaine de mètres, étaient couronnés de branches en forme de parapluie. Pour supporter ce poids, il fallait que le tronc soit extrêmement fort, comme on peut le voir avec ce spécimen. On pense qu'il s'agissait de plantes gymnospermes et d'espèces de conifères telles que le pin et le Cryptmeria, une nouvelle espèce de végétation dont l'importance dépassait déjà celle des fougères. Les gymnospermes se reproduisent par leurs graines qui apportent les nutriments nécessaires au bourgeonnement ainsi qu'une protection contre un milieu aride. C'est grâce à cette protection intégrée que les gymnospermes ont réussi à s'étendre au-delà des abords immédiats de milieux aquatiques pour pénétrer à l'intérieur des terres avoisinantes. Il existe toujours des gymnospermes en végétation luxuriante en de nombreux endroits du globe. Voici une forêt de séquoias géants de 100 mètres de haut. Notre hélicoptère vole au-dessus d'eux à une altitude de 30 mètres. N'ont-ils pas l'air de murs qui bordent la rivière ? Cet arbre de 112 mètres est le plus haut du monde. Nous revoici à Muir Woods, où nous sommes entourés d'arbres très anciens, dont l'âge moyen est de 700 ans, mais dont certains ont plus de 2000 ans. Ces arbres ont pu atteindre de tels sommets grâce à un certain nombre de conditions fortuites, dont l'épais brouillard qui caractérise cette région et qui fournit aux séquoias de l'humidité en abondance. Les séquoias se distinguent également par leur écorce unique en son genre. La coloration rouge de l'écorce est due au tanin présent dans ces cellules. Le tanin est une substance chimique qui protège ces arbres de la rouille, une maladie à laquelle la plupart des plantes sont sujettes. Outre le tanin,
L'autre caractéristique importante de l'écorce du séquoia, c'est son épaisseur, qui sur les arbres adultes peut atteindre 30 cm. Cette écorce très épaisse assure une protection qui permet au tronc de faire des rejets après les fréquents incendies de forêt et donc de survivre. Un séquoia d'une hauteur de 100 mètres pèse plus de 300 tonnes. Cette masse énorme est équilibrée par le développement de ses racines. Il leur faut une puissance considérable pour extraire de l'eau du sol et l'amener jusqu'au sommet à une centaine de mètres au-dessus. L'existence de ces arbres géants nous fournit un excellent exemple de l'évolution du règne végétal et de la façon dont celui-ci développe de nouvelles espèces capables de s'adapter à des milieux nouveaux et divers, de la fragile petite fougère du bord de l'eau au séquoia géant qui s'élance à une centaine de mètres dans le ciel. L'évolution historique du règne végétal est ensuite marquée par une dépendance de moins en moins grande d'une source d'eau permanente. C'est ce stade de l'évolution qui a permis à la flore de proliférer dans des milieux de plus en plus arides. Pour en arriver là, différentes adaptations ont été nécessaires. C'est ainsi qu'un système de cellules vasculaires capable de transporter l'eau dans les moindres recoins de la plante a dû être développé. Autre caractéristique importante, la formation d'un tronc suffisamment robuste pour supporter la plante. Enfin, il a fallu un mode de reproduction permettant à l'espèce de se multiplier dans des conditions d'aridité. Une fois ces caractéristiques mises en place, les plantes ont été en mesure d'agrandir leur habitat, passant du bord de l'eau à toute la surface de la Terre, à laquelle elles ont donné cet aspect d'émeraude lorsqu'on la voit depuis l'espace. De toutes les créatures vivant sur le globe, seules les plantes et certaines espèces de bactéries sont capables de produire des matières organiques en utilisant directement l'énergie solaire. Les animaux qui n'ont pas cette capacité sont tributaires de la végétation pour survivre. Au fur et à mesure de l'extension du règne végétal à la surface de la Terre, les conditions se sont créées pour la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la présence d'une vie animale. Ainsi, l'évolution progressive et l'expansion du règne végétal sur la Terre se sont accompagnées de l'évolution et de l'expansion du règne animal. Grâce à la technologie moderne, nous pouvons avoir une idée de l'activité globale du règne végétal. Ces images montrent les activités de la flore à partir de l'analyse de données envoyées par le satellite d'observation météorologique américain NOAA. Le degré d'activité de la photosynthèse est repéré par des couleurs différentes. Le bleu et le violet désignent l'activité la plus intense, puis on trouve le vert et le jaune. Ici, nous voyons l'hémisphère nord au moment du passage du printemps à l'été. Les satures colorées en vert et en violet se déplacent lentement vers le nord, sur le continent eurasien et le continent nord-américain, au fur et à mesure du réchauffement de ces régions, qui permet des niveaux d'activité plus importants. La sature violette a maintenant atteint le nord de la Sibérie, ce qui témoigne de la vitalité de la végétation, même dans la zone arctique. Avec la fin de l'automne et le début de l'hiver, les niveaux d'activité diminuent très rapidement avec l'augmentation du froid. Pendant ces saisons de croissance, la végétation accumule de l'énergie qu'elle stocke au profit des animaux et des êtres humains. Dans les régions où les saisons ne changent pas, ou presque, la ceinture bleue et la ceinture violette ne changent pas et restent en permanence dans les vastes zones tropicales de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et du Sud-Est asiatique. Autrement dit, l'activité de la végétation est intense en toute saison. Ces régions comportent les forêts humides tropicales qui jouent un rôle important dans la création de l'atmosphère et du climat terrestre. Voici une forêt humide tropicale dans le Kalimantan oriental, en Indonésie. Ces arbres immenses ont plus de 70 mètres chacun. Contrairement à la forêt de séquoia, où l'on ne trouve qu'une seule espèce d'arbre, les espèces qui composent une forêt tropicale sont si nombreuses que l'on peut presque dire que chaque arbre est différent. La forêt humide tropicale constitue un autre exemple de végétation extrêmement évoluée. Dans la forêt tropicale, l'humidité atteint presque constamment 100%. Et la température reste aux alentours de 30 degrés pendant toute la journée. C'est à cause de ces conditions que la végétation a été contrainte de s'adapter de façon différente de celle que nous avons vue dans les forêts de séquoia. Le professeur Akira Suzuki,
enseigne à l'Institut de recherche sur les primates de l'Université de Kyoto et étudie les orang-outans du Kalimantan. Il connaît parfaitement l'écosystème qui constitue la forêt humide tropicale. La structure de ce grand arbre est très intéressante. Ce qui ressemble à une vigne enroulée autour de son tronc est en fait un figuier. La façon dont ce figuier enveloppe l'arbre montre comment il développe ses branches au sommet. Lorsqu'il est encore un jeune plant, le figuier commence par disposer ses racines sur le tronc d'un arbre à cette hauteur environ, et de là, il les étire jusqu'au sol. Au cours de cette phase initiale, il se pose généralement sur une branche, telle une orchidée, et de ce fait, les racines n'atteignent pas le sol. Peu à peu, le figuier s'enroule autour du tronc de l'arbre, qui l'enserre de plus en plus étroitement, jusqu'à ce que celui-ci soit complètement étranglé et meure. Les racines palettes s'étalent de tous les côtés comme une aile triangulaire. Des racines de forme originale constituent un trait morphologique qui se rencontre essentiellement dans les arbres tropicaux. Contrairement au tronc des arbres que l'on trouve dans des climats plus frais, le diamètre des arbres tropicaux varie très peu entre le pied et le sommet de l'arbre. Par ailleurs, leurs branches n'ont aucune commune mesure avec leur hauteur. Pour compenser cette différence, les racines de ces arbres ont évolué pour se transformer en racines palettes, telles que celle-ci qui consolide l'arbre. Voici l'une de ces nombreuses façons dont les arbres se sont adaptés aux conditions de vie régnant dans une forêt humide tropicale. C'est le début de l'après-midi dans une forêt tropicale. Réchauffé par l'intense ensoleillement tropical, l'air humide de la forêt s'élève pour former un majestueux cumulus. Dans le Kalimantan oriental, les précipitations annuelles sont de 2,5 à 3 mètres. Une étude effectuée par des scientifiques montre que dans les forêts tropicales, près de la moitié des précipitations provient de l'humidité évaporée par la forêt elle-même. Une énorme quantité de la vapeur dégagée dans l'atmosphère par les feuilles des arbres s'élève pour former des nuages, uniquement pour revenir sur le sol sous forme de pluie. Puis la vapeur s'élève à nouveau lentement vers le ciel, depuis les forêts tropicales fortement chargées d'humidité après un orage. Ce cycle permet aux forêts de maintenir une forte quantité d'eau dans l'écosystème. Il y a 400 millions d'années, la Terre était aride et stérile sur toute sa surface. Grâce à l'évolution d'une flore particulière, une grande partie de cette terre aride s'est transformée pour donner ces vastes zones de végétation qui, à leur tour, ont apporté au sol aride les bienfaits de l'humidité et de la pluie. On peut alors se demander ce qu'il adviendrait de la Terre si ces forêts tropicales étaient appelées à disparaître. L'Institut de recherche météorologique a étudié sur ordinateur les répercussions sur la Terre de la disparition éventuelle des forêts tropicales d'Afrique. Cette étude a été effectuée en partant de l'hypothèse que les arbres des forêts tropicales, situés entre 10 degrés de latitude nord et 10 degrés de latitude sud, étaient abattus. Voici la carte pluviométrique de la Terre avant la disparition des arbres, telle qu'un ordinateur l'a calculée. Les couleurs sombres désignent les zones de forte pluviosité. Le bleu foncé ne disparaît pas dans les régions des forêts tropicales d'Afrique. Cette image reproduit fidèlement les conditions climatiques qui règnent sur la Terre actuellement.
On voit ici la modification de la pluviosité entraînée par la disparition des forêts. Le bleu devient plus clair dans les zones tropicales d'Afrique, ce qui dénote une diminution des précipitations. Lorsqu'on accentue les couleurs, la différence de pluviosité avant et après la disparition des forêts devient plus évidente. Ce calcul indique une baisse de plus d'un tiers des précipitations annuelles. En Afrique, les effets négatifs de la disparition des forêts ne sont pas limités au voisinage immédiat de ces forêts, mais ont des prolongements qui vont très loin. L'étude sur ordinateur montre en effet que les précipitations diminueraient de plus de 500 mm par an en Europe centrale. Une autre étude effectuée sur ordinateur est allée encore un peu plus loin. Cette image montre une projection des modifications du taux d'humidité du sol après la simulation d'une disparition de forêts des zones tropicales d'Afrique. Les zones en rouge indiquent la diminution du taux d'humidité. Si la baisse de l'humidité du sol en Afrique n'a rien de surprenant, on constate en revanche que les effets négatifs se répercutent jusque sur le continent eurasien et tout autour du globe, même en des lieux aussi éloignés que l'Amérique du Nord. Si la suppression des forêts tropicales d'Afrique peut rendre arides certaines régions, le phénomène inverse est également possible, comme le montre cette simulation. On voit donc très bien l'énorme influence que les forêts tropicales exercent sur la climatologie du globe tout entier. Voici une région d'Amazonie qui contient un tiers des forêts tropicales du monde. Ces forêts tropicales et d'autres forêts analogues qui recouvrent de vastes étendues de notre planète sont supprimées l'une après l'autre. Ici, la forêt est livrée aux flammes après l'abattage des arbres et la terre est transformée en champs et en pâturage. La couche arable, longtemps nourrie et protégée par les forêts, est emportée par les violentes pluies tropicales. Dès lors que le sol perd sa couverture végétale, il se dessèche progressivement et perd son aptitude à retenir l'eau. Il est alors impossible de reconstituer des forêts sur un tel sol. Les forêts sont parfois détruites par des causes naturelles, telles que les incendies de forêt. L'un des plus grands incendies de forêt de ce siècle a ravagé l'île de Bornéo en 1983. L'incendie qui s'est déclaré à l'est de l'île s'est rapidement propagé aux autres régions, détruisant sur son passage des centaines d'hectares de forêt. Parfaitement visible depuis un satellite d'observation météorologique, la fumée dégagée par l'incendie recouvrait toute la moitié sud de l'île. Quatre années se sont écoulées depuis ce grand incendie. Mais contrairement aux ravages causés par la destruction des forêts tropicales par la main de l'homme, les forêts de Bornéo présentent un aspect inattendu. Les forêts entièrement calcinées par l'incendie ont laissé la place à la verdure. Lorsqu'on observe de haut la zone brûlée, on voit un environnement dans lequel la forêt continue de jouer un rôle vital et vigoureux pour l'écosystème. On a peine à imaginer qu'il y a 4 ans à peine, cette région a été dévastée par un gigantesque incendie. Contrairement à la destruction opérée par la main de l'homme, les incendies dus à des causes naturelles ne portent jamais un coup fatal à la forêt. Petit plan au départ, cet arbre a déjà atteint 12 mètres depuis l'incendie. La vitalité que 400 millions d'années d'évolution et de développement ont impartie au sol de la forêt tropicale sert désormais à redonner de la vitalité à la végétation et à la renaissance de la forêt.
Les orang-outans, qui avaient temporairement disparu avec la destruction de la forêt, reviennent peu à peu. En voici un beau spécimen. Le terme orang-outan signifie homme de la forêt en indonésien. Les forêts ont permis aux animaux de vivre grâce aux bienfaits apportés par le soleil. Elles ont également servi à transformer la surface de la Terre en univers habitable grâce à leur rôle de pourvoyeuses et de réserve d'eau. Tout comme les orang-outans, l'humanité est tributaire de ces forêts et de toutes les autres forêts du globe.